Hi everyone. Bonjour. Bon, nous sommes prêtes. On tenait à vous remercier de participer à ce webinaire aujourd'hui. Le processus dont on en a parlé, c'est celui des subventions 2026 de CIRA. Je m'appelle Delphine Avomo Evuna et je suis en charge des communications chez CIRA. Et moi, bonjour, je m'appelle Maureen James, je suis la responsable principale du programme de subvention NetGood. Tout d'abord, avant de commencer, on tient à reconnaître le territoire sur lequel nous nous situons. C'est le territoire non cédé et non rendu de la nation algonquine d'Anishinaabe, dont la présence ici remonte à l'époque immémoriale. La ville connue sous le nom d'Ottawa, son appellation évidemment coloniale. En ce moment, nos caméras sont activées, mais pour le reste de la session, nous allons les éteindre pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur la présentation. À mon tour d'éteindre ma vidéo. Donc, tout d'abord, ce webinaire s'adresse aux personnes qui veulent préparer une demande de subvention dans le cadre de notre appel aux demandes de financement de 2026, qui est accessible jusqu'au 18 mars 2026 à 14 heures, heure de l'Est. Un enregistrement de ce webinaire sera disponible dans la semaine sur YouTube et il sera également diffusé sur le site de CIRA et nous vous l'enverrons par courriel. Tout d'abord, voici quelques petits détails logistiques. Compte tenu du nombre de personnes, on va essayer de laisser les micros désactivés pour le moment. Vous n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses pour nous poser des questions. Comme ça, à la fin, on va pouvoir y répondre tranquillement du mieux qu'on peut. On va aussi essayer de répondre à vos questions par courriel si malheureusement vous n'avez pas le temps de les poser aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse subvention au pluriel à commercial-cira.ca. Donc, le programme de la session d'aujourd'hui, on va vous parler de différents thèmes. Tout d'abord, on va parler de CIRA et de NetGood. On va aussi vous parler des différents projets qu'on finance, de l'admissibilité de ces projets, de comment vous aider à préparer votre soumission, comment utiliser notre portail en ligne. On va aussi parler du processus d'examen de votre demande et des principales erreurs à éviter. Et évidemment, à la fin, on reprendra avec les questions. Tout d'abord, parlons de CIRA. Donc, c'est l'autorité canadienne pour les enregistrements Internet et on est basé à Ottawa, en Ontario. Donc, l'organisation, on est surtout connu pour la gestion du nom de domaine.ca. On a 3,4, 3,5 millions de domaines qu'on gère au nom de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Donc, on offre aussi des services de cybersécurité et des solutions dans le même domaine. Et enfin, on met aussi au profit d'autres organisations notre plateforme qui gère .ca. Maintenant, parlons un peu de NetGood. Donc, NetGood, c'est quoi? CIRA, en fait, avec les revenus qu'on génère grâce au domaine.ca, en tant qu'entreprise à but non lucratif, en fait, on n'a pas d'actionnaire, mais on reverse ces sommes dans nos programmes d'investissement et dans les communautés du Canada. Donc, chaque année, on investit des millions de dollars dans différents projets. Donc, ça peut être des projets, des politiques, dans les communautés. On vise à améliorer les services Internet au pays. Donc, on y parvient grâce au programme NetGood. Et en fait, ça nous aide à redonner à la collectivité. Donc, on a trois piliers qui sont l'infrastructure, la sécurité en ligne et l'engagement en matière politique. Il y a aussi d'autres solutions sur lesquelles on travaille, comme le bouclier canadien, les tests de performance Internet,
On aide aussi avec différents événements sur la gouvernance de l'Internet dans le monde. Parlons un peu de NetGood cette année. Donc, on a deux nouvelles choses à vous faire noter. Donc, on finance des programmes Internet qui sont pour toutes les communautés au Canada qui veulent combler le fossé numérique. Donc, chaque année, on verse à peu près 1 million de dollars pour ce financement. Chaque projet peut demander jusqu'à 100 000 dollars de subvention. C'est la 13e année qu'on fait ça, depuis 2014, et on a réussi à soutenir 245 projets à hauteur de 14,2 millions de dollars. Pour rappel, on vous met toujours la date limite pour appliquer cette année. C'est le 18 mars à 14 h. Désolée, on va la répéter souvent, mais c'est important parce qu'il y a parfois des personnes qui oublient, parfois il y a des personnes qui le font trop tard. Et si c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire pour changer la date limite. Ensuite, nous allons parler des projets que nous finançons. Donc, pour aider à réduire la fracture numérique au Canada. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les projets d'infrastructure, les projets de sécurité en ligne et les projets d'engagement en matière de politique. Donc, comment on entre dans le détail et comment est-ce qu'on soutient ces projets en termes d'infrastructure? En fait, à CIRA, on essaye d'accroître le nombre de Canadiens et des Canadiennes qui ont un accès à l'Internet de haute qualité, performant et qui est accessible. Donc, grâce à nos subventions, on finance des projets de recherche sur la connectivité, la planification des réseaux, les solutions d'infrastructure. On soutient aussi des projets qui doivent être menés par des communautés et leur appartenir. C'est vraiment important pour nous que ce soit des projets qui soient communautaires d'abord et avant tout. Ensuite, on veut que les projets puissent être pérennes et pouvoir être utilisés à long terme, tout simplement. Ensuite, on essaye aussi de soutenir des projets en sécurité en ligne. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend participer à l'environnement tout simplement en ligne d'une manière sécuritaire pour différentes populations. Donc, on parle de formation, d'outils pour aider les gens à contrer les menaces. On parle de désinformation, d'exploitation, de cyberharcèlement, de surveillance ou de violence en ligne. Et enfin, en termes d'engagement politique, on soutient des projets qui favorisent un environnement législatif et politique public qui en fait, à l'appui d'un Internet qui est plus fiable pour l'ensemble des Canadiens. Et donc, on veut être sûr que toutes les opinions liées au fossé numérique, liées à comment l'Internet est géré au pays, ces discussions soient prises et soient tenues avec l'ensemble des Canadiens, peu importe leur environnement et peu importe où ils résident au pays. Donc, on finance la recherche, l'organisation d'événements, on soutient aussi les efforts de sensibilisation, par exemple, pour influencer les politiques, et on veut créer un environnement qui est plus inclusif pour tout le monde au Canada. Si on parle un peu des projets d'infrastructure, donc, par exemple, on finance des projets qui visent à construire une tour hertzienne à énergie solaire pour connecter, par exemple, une région éloignée de la Colombie-Britannique au Wi-Fi et aux services cellulaires. On peut aussi soutenir des projets, par exemple, qui visent à fournir un accès Wi-Fi communautaire gratuit et sécurisé dans les quartiers à faible revenu du centre de ville d'Ottawa. Les exemples qu'on vous montre, c'est des exemples de projets qu'on a financés déjà.
Donc, pour finir, il y a aussi, par exemple, si vous avez un projet qui vise à déployer une infrastructure sans fil dans des communautés éloignées du Nunavut. Il y a ces différents types de projets. Et en fait, pour nos projets d'infrastructure, on exige que les solutions soient pilotées par les communautés et qu'elles leur appartiennent. Donc, un projet de connectivité où, en fait, le fournisseur principal, c'est une grande entreprise de télécommunications comme Rogers, Starlink ou Northwestel. Ce type de projet-là, par exemple, ce n'est pas admissible. Ensuite, en matière d'engagement en politique, donc, on a différents types d'événements qu'on peut soutenir, comme le Forum canadien des jeunes sur la gouvernance de l'Internet. Il y a aussi des rapports de recherche, par exemple, ou des formations sur l'engagement politique. Le but, évidemment, c'est de pouvoir accompagner les communautés et d'être sûr que leurs voix sont entendues quand elles essayent de parler des différents défis auxquels elles font face. Ensuite, en termes de sécurité en ligne, on peut, par exemple, aider dans la mise en place d'un laboratoire destiné aux étudiants. On peut aussi aider dans ce qui est la formation de communautés rurales, par exemple, ou isolées à la sécurité en ligne ou à la communication numérique. Il y a aussi des programmes qui sont destinés plutôt pour les aînés ou les nouveaux et les nouvelles arrivantes pour justement leur donner plus confiance dans l'Internet. Ce qu'on demande aux requérants, c'est de détailler sur leur formulaire de demande en quoi leur projet se distingue des projets que CIRA a financés ces 5 dernières années. Donc, en fait, on vous invite à consulter la liste des projets. Donc, simplement, aller sur notre site Internet. Vous pourrez visualiser ces projets. On vous enverra évidemment cette présentation à la fin du webinaire d'ici demain avec la vidéo pour que vous puissiez avoir tous les liens. Mais sachez qu'il vaut mieux pouvoir avoir un aperçu de ce qui se passe, de ce qu'on a fait avant pour vous aider aussi à avoir un peu l'éligibilité de votre projet. Ensuite, vous pouvez consulter les projets d'une manière différente si vous voulez voir les projets qui ont été faits dans votre région spécifique, donc dans votre province, dans votre territoire ou autour de votre ville, par exemple. On a une carte interactive qui est disponible et qui va pouvoir vous aider à déterminer si les projets sont les différents projets qu'il y a autour, ou vous pouvez aussi, par exemple, vous renseigner auprès de l'organisme en question. Maureen? Merci Delphine. Parlons maintenant des personnes ou organismes qui peuvent faire une demande de financement auprès de CIRA. Quatre types d'organismes sont admissibles à postuler. Les organismes sans but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés, les communautés autochtones et le personnel professoral de collèges et d'universités du Canada. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette année, CIRA a élargi le champ des personnes pouvant prétendre à une subvention. Nous l'avons élargi pour passer de communautés spécifiques à toute personne ouvrant à réduire un fossé numérique au Canada. Cela nous permet de mieux refléter la réalité des inégalités numériques qui existent partout au pays, dans les grandes villes comme dans les petites localités, dans toutes les régions et pour toutes les catégories démographiques. Nos évaluateurs et évaluatrices rechercheront les demandes qui contribuent efficacement à réduire des fossés numériques dans les communautés qui en ont le plus besoin. C'est donc cela que nous finançons. Je vais également vous parler de ce qui n'est pas admissible au financement. Il existe des groupes spécifiques auxquels nous n'offrons pas de financement. Par exemple, les écoles, les bibliothèques, les municipalités, les petites entreprises.
Seules les entités qui sont constituées en tant qu'organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance, communautés autochtones ou universités et collèges sont admissibles. Nous ne finançons pas plus certaines activités. Tout d'abord, nous ne finançons pas les projets axés sur la prestation d'un service en ligne comme la création d'une application ou d'une plateforme en ligne ou un site web. Deuxième, de plus, nous ne finançons pas l'équipement destiné à un utilisateur final pour un usage personnel, les projets de conception web et la formation générale dans les domaines de TI. Certaines autres restrictions en matière de financement comprennent les frais de déplacement considérables, des collectes de fonds, les coûts de fonctionnement ou les coûts rétrospectifs. Nous ne finançons pas les coûts de marketing ou de recherche ou les projets qui sont ciblés à l'extérieur du Canada. Et finalement, nous ne finançons pas non plus les projets dont plus de 25% du budget est consacré à l'équipement. La seule exception à cette règle concerne les projets d'infrastructure pour lesquels la plus grande partie du budget peut être consacrée à l'équipement. Mais même dans ce cas, l'équipement des locaux de la clientèle n'est pas admissible au financement. Voici quelques exemples concrets de demandes que nous avons reçues l'an dernier qui, malheureusement, n'ont pas répondu aux critères d'admissibilité. Bien qu'elles soient certainement importantes, elles ont été rejetées parce qu'elles ne correspondent pas à nos domaines de financement ou aux bénéficiaires ciblés de CIRA ou parce qu'elles tombent sous le coup d'une de nos restrictions de financement. Le premier exemple a été présenté comme un projet d'infrastructure. C'est un organisme sans but lucratif qui cherche à mettre à niveau ses systèmes financiers et ses logiciels. Nous finançons l'infrastructure en matière de connectivité et non des logiciels services organisationnels. Deuxièmement, une organisation communautaire qui souhaite bénéficier d'un soutien numérique pour un marché en ligne. Mais nous ne finançons pas les sites web ni le commerce électronique. Troisième, un organisme de bienfaisance qui cherche à intégrer les données sur l'eau de la communauté dans une ressource en ligne. Même chose, nous ne finançons pas les services en ligne et cela ne correspond pas à nos domaines de financement. Quatrième, un organisme de bienfaisance qui souhaite financer un prix de citoyenneté numérique pour les étudiants ayant un diplôme du secondaire. Mais cela ne correspond pas à nos domaines de financement. Et finalement, une universitaire fréquentant une université qui développe un grand modèle de langue pour l'intelligence artificielle. Alors, nous ne finançons pas les projets de contenu et cela ne correspond pas à nos domaines de financement. Passons en revue maintenant les dates clés à retenir. La période de demande a commencé le lundi 2 février, plus tôt cette année, et se terminera le 18 mars à 14 heures heure de l'Est. Nous insistons sur le fuseau horaire dans l'échéance, puisque nous recevons des demandes de requérants de partout au pays et notre système en ligne n'accepte pas les demandes en retard. Ce système se désactivera automatiquement à l'échéance, soit à 14 heures heure de l'Est. Assurez-vous de connaître l'heure de l'échéance dans votre fuseau horaire. Chaque année, certaines personnes ratent la date et l'heure limite pour soumettre des demandes, car elles se trompent de fuseau horaire. Ne vous trompez pas. Du 2 février au 18 mars, nous examinerons les demandes de façon continue jusqu'à l'échéance de 14 heures. Après 14 heures, nous ne pouvons plus accepter les demandes. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'envoyer votre demande dès que possible. Lorsque votre demande est soumise dans le système en ligne, le personnel de CIRA l'examine pour s'assurer qu'elle est admissible et complète et vous envoie un courriel de suivi s'il y a des éléments manquants ou inexacts. Habituellement, au moins la moitié des demandes soumises nécessitent des modifications avant d'être acceptées.
Parmi les raisons qui expliquent cette situation, on peut citer les documents manquants ou incorrects, les sections laissées en blanc dans le formulaire de demande ou les problèmes liés au budget. Alors, vous avez jusqu'au 18 mars à 14 heures pour corriger votre demande et nous l'envoyer à nouveau. S'il manque toujours des renseignements dans votre demande après l'échéance, votre demande sera refusée et vous ne serez pas en mesure de poursuivre le processus. Si votre demande réussit l'examen d'admissibilité, elle sera soumise à l'examen du groupe d'évaluation des soumissions de CIRA entre avril et juin. Si votre projet est choisi pour un financement, nous vous enverrons une lettre au mois de juillet énonçant les exigences pour la réception de la subvention. Donc, à des fins de planification, votre projet ne devrait pas commencer avant juillet. Et maintenant, à vous, Delphine. Merci, Maureen. Donc, on va parler de ce qui se passe entre la préparation, par rapport à la préparation de votre soumission. Donc, d'abord, voici un modèle de formulaire de demande. Vous le trouverez sur notre site web et ça va vous aider comme référence juste pour que vous puissiez consulter ce à quoi ressemblerait votre demande avant de vous décider. Donc, vous pouvez consulter toutes les questions auxquelles vous devrez répondre sur le formulaire de demande officiel, y compris le nombre de mots. On offre aussi des explications tout au long du formulaire pour préciser ce qui est demandé à chaque question. Certaines personnes, par exemple, elles utilisent ce formulaire simplement pour rédiger la réponse en ligne dans notre document. Donc, elles copient et elles collent dans notre document et après, elles insèrent leur réponse dans le système quand elles sont prêtes. Donc, si votre connexion, par exemple, Internet, laisse à désirer, ça peut aussi être un bon moyen d'être sûr d'avoir les bonnes réponses et d'avoir tout en avance. Ensuite, on va parler des exigences de soumission. Donc, tout ce que je m'apprête à vous dire, c'est disponible sur le site cira.ca, /fr, /subvention au pluriel. C'est dans la catégorie des documents complets dont les requérants ont besoin. Donc, on va juste les passer en revue. Donc, il y a plusieurs documents qui sont nécessaires pour les organismes sans but lucratif, les communautés autochtones, les organismes de bienfaisance ou le personnel universitaire. Si vous êtes un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance ou une communauté autochtone, vous devez fournir comme preuve d'admissibilité les documents qui confirment votre statut d'organisme de bienfaisance ou, le cas échéant, vos documents de constitution d'entreprise. De plus, vous devez soumettre une liste des membres de votre conseil d'administration, un exemplaire de vos états financiers de 2024 ou plus tard. Si vous n'avez pas d'état financier vérifié, nous acceptons les états financiers qui ont été examinés par un ou une comptable et qui ont été signés par 2 membres de votre conseil d'administration. On accepte aussi les budgets d'exploitation pour l'année 2026. Ça, c'est obligatoire. Vous devez vous assurer que votre budget d'exploitation indique clairement l'année. Il nous faut un budget d'exploitation qui montre les revenus et les dépenses prévues en lien avec les activités de votre organisation pour l'année en cours. Le budget doit couvrir au minimum les mois de janvier à décembre 2026. Il nous faut un plan de projet détaillé qui décrit ce que vous ferez et comment vous le ferez. Il nous faut 3 lettres de soutien des membres de la communauté qui devraient bénéficier du projet. Et enfin, un budget détaillé du projet. Ensuite, pour les communautés autochtones, on a abordé ces exigences
les différentes preuves d'admissibilité, il arrive que les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ou leur société de développement soient constituées en société à but non lucratif. Et dans ce cas, en fait, il suffit de fournir les documents de constitution en société à but non lucratif. Dans d'autres cas, vous pouvez utiliser des documents historiques comme un traité gouvernemental. Vous pouvez également fournir des documents du gouvernement fédéral ou provincial reconnaissant la nation ou des documents attestant la désignation en tant que donataire qualifié. Nous savons que la preuve d'admissibilité, dans chaque cas, ça peut être un peu différent. Donc, on vous invite à envoyer un courriel à subvention au pluriel à commercial-sira.ca. Ensuite, pour les chercheurs et chercheuses universitaires, donc preuve d'admissibilité, c'est une lettre confirmant que vous êtes à l'emploi de l'établissement. Le CV de la chercheuse ou du chercheur principal du projet. Sinon, les exigences du reste, c'est pareil. Tous ces renseignements, ils doivent être vont être vérifiés à l'interne chez CIRA pour s'assurer que tout est complet et qu'on peut poursuivre l'examen de votre demande. Donc, c'est pour ça que, comme on l'a mentionné précédemment, on vous invite à envoyer votre demande dès que possible pour qu'on puisse vous contacter s'il y a un problème. La moitié au moins des demandes qu'on reçoit, elles doivent être corrigées, où il y a souvent les documents à ajouter. Donc, le plus tôt vous pouvez nous envoyer le maximum d'informations, le mieux c'est pour votre demande finale. Et tout ça, ça doit être fait avant la date limite du 18 mars. Donc, il n'y aura pas de possibilité si, par exemple, vous postulez, disons, le 18 mars à 13 h. Si votre demande n'est pas complète, on ne pourra pas vous contacter le 20 mars et vous dire de resoumettre, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'autant essayer de soumettre le plus tôt possible. S'il y a des documents à demander, on vous les demandera pour que ce soit ancré dans la date limite du 18 mars. Il y a quelques erreurs typiques, par exemple, l'absence du budget d'exploitation qui couvre l'année civile 2026, des lettres de soutien qui proviennent de personnes actives dans l'organisme demandeur ou des copier-coller de 3 fois les mêmes lettres, juste avec des noms différents, ce n'est pas possible. Voyons ensemble un peu les détails sur la plateforme. Par exemple, il y a 4 sections clés lors de la demande. Il y a d'abord l'explication de votre fossé numérique et de vos bénéficiaires, le plan du projet, le budget et ensuite les lettres de soutien de la communauté. D'abord, l'explication de votre fossé numérique, c'est dans l'onglet bénéficiaire dans l'application. C'est comme vous pouvez le voir là sur la capture d'écran. Vous avez à peu près 200 mots pour définir le fossé numérique que vous comblez. Commencez par nommer plutôt le fossé en termes courants. Qu'est-ce qui empêche les gens d'utiliser Internet pleinement et en toute sécurité? Par exemple, en infrastructure, les gens ne peuvent pas se connecter de manière fiable, lenteur, instabilité, options limitées. Ça peut être coût trop élevé, absence de contrôle local. Les étudiants, par exemple, perdent la connexion pendant les cours. Il y a des problèmes de sécurité en ligne. On parle escroquerie, harcèlement, des informations, risques liés à la vie privée. Pour les nouveaux arrivants, ça peut être ils aient eu des services en ligne parce qu'ils ont peur des escroqueries, ils ont des problèmes il y a aussi des raisons de confidentialité, par exemple. En matière de politique Internet, ça peut être la communauté touchée par certaines décisions. En fait, elle peut pas, elle a des besoins spécifiques qui sont pas entendus par les personnes au gouvernement. Il y a, par exemple, un manque de capacité, manque d'accès, problème de financement ou de moyens de participer auxquels elles veulent
dont elles veulent parler. Il faut que vous nous expliquiez en fait comment ça se manifeste dans leur vie. Et c'est ça aussi qu'on veut voir dans les lettres. Il faudrait aussi énoncer en fait avant ou la situation avant et après. Qu'est-ce qui va changer lorsque le projet sera abouti? Par exemple, avant, on avait une connexion instable qui empêchait l'accès aux services. Après, on a un accès qui est plus fiable, qui favorise l'éducation, les soins de santé, euh, les opérations locales. Euh, et en conclusion, en fait, il faut que vous soyez le plus précis possible pour nous donner un meilleur aperçu de votre projet. En termes de définir les bénéficiaires, donc encore une fois, la précision, c'est la meilleure des solutions. Donc, comment est-ce que les bénéficiaires vont être touchés et qu'est-ce qui les empêche, quels sont les changements en fait que ça va impliquer dans leur vie? Donc, on parle d'élèves du secondaire dans les zones rurales, par exemple du Manitoba, des personnes qui gèrent des services communautaires essentiels, des personnes âgées qui sont peu alphabétisées, des nouvelles arrivantes qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. Tous les projets dont on vous parle là, c'est des projets, en fait, tous les exemples dont on vous parle, c'est des exemples de projets qu'on a déjà subventionnés par le passé. Donc, ça vous aide aussi un peu à mieux comprendre certains projets, certaines situations. Euh, Essayez de quantifier lorsque c'est possible. Par exemple, nous toucherons 200 jeunes grâce à des ateliers et 10 éducateurs ou éducatrices grâce à des formations. Nous mettrons en place 5 centres d'apprentissage qui bénéficieront d'une connectivité améliorée. Le plan du projet, c'est essentiel, c'est le deuxième élément clé. C'est un tableau qui décrit les principales activités que vous effectuerez afin d'atteindre les objectifs de votre projet. Un plan de projet qui est solide, il précise en fait comment et quand les activités auront lieu, les résultats qui sont attendus et les ressources nécessaires pour les réaliser. Par exemple, les activités clés, ça doit indiquer les principaux domaines de travail, les principaux événements ou les principales étapes de votre projet. Et il doit décrire les activités précises qui seront faites pour chacun d'entre eux, en fait. Donc, vous avez aussi les résultats, donc les résultats qui seront obtenus à chaque activité clé. Euh, les résultats, ils doivent être produits, ils doivent être tangibles et ça doit découler évidemment des activités que vous avez indiquées. Par exemple, on parle d'un programme d'études, un atelier, un rapport, un plan de travail. Euh, il y a aussi le calendrier. Donc, dites-nous quand les activités auront lieu, les projets et la durée des projets. Ça devrait être à peu près d'1 an. Les ressources humaines et financières. Il faut essayer de préciser les ressources dont vous avez besoin pour effectuer chaque activité et expliquer en quoi elles sont liées aux différents éléments du projet du budget pardon, pour votre projet. Préciser comment les financements des subventions soutiendront chaque activité et montrer un lien clair en fait, entre les ressources et la livraison du projet. On a aussi mis des exemples du plan et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur notre site pour avoir plus d'informations sur ces détails et encore une fois, on vous enverra la présentation. On vous donne quelques petits conseils, juste des recommandations pour pour avoir un projet solide. Donc, on vous recommande d'inclure 3 à 5 activités et leurs résultats, de fournir des détails sur votre plan de projet qui doit démontrer clairement au comité d'évaluation comment vous allez effectuer le travail. Essayez d'être réaliste dans vos engagements, car en fait, vous devez rendre des comptes sur les activités clés dont vous parlez. Prévoyez de commencer votre projet, si possible, avant juillet 2026. Pardon. Prévoyez de commencer votre projet au plus tôt en juillet 2026.
plutôt qu'avant. Et ensuite, en termes du budget du projet, donc vous devrez saisir les recettes et les dépenses du projet dans un tableau budgétaire. Vous devez vous assurer que les recettes totales correspondent aux dépenses totales. Si ce n'est pas le cas, le système vous demandera de corriger l'erreur. Nous vous demandons d'indiquer aussi les postes spécifiques pour lesquels vous sollicitez un financement auprès de CIRA, car dans de nombreux cas, il y a potentiellement d'autres bailleurs de fonds qui peuvent être impliqués aussi dans le projet. La demande financière qui est adressée à CIRA, elle doit être proportionnelle à la taille et à la capacité de votre organisation. Ça, ce sera aussi évalué par le comité et en fait, on verra ça aussi à partir des états financiers et de votre budget d'exploitation actuel. Donc, il faut essayer, encore une fois, d'être le plus réaliste possible. Et il faut que ce soit, en fait, un projet qui soit à la portée de votre organisation. Le formulaire de demande, il offre, en fait, un espace où vous pouvez télécharger des estimations des devis pour l'équipement ou les articles à acheter. Nous vous recommandons de les inclure dans la mesure du possible. Le groupe d'évaluation qui va examiner les demandes, il veut savoir comment vous avez calculé, en fait, vos dépenses. Il faudra aussi inclure toutes les recettes ou les dépenses en nature, ainsi que les contributions financières qui proviennent d'autres sources si elles sont nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez également allouer jusqu'à 15% de votre demande de subvention au soutien administratif, ce qui signifie, par exemple, les frais généraux, la réalisation du projet. Vous pouvez pour vous guider, on vous a mis évidemment à disposition des exemples de budget. Encore une fois, n'hésitez pas et vous allez avoir la présentation. Encore des petits conseils? Toujours des petits conseils? Juste les sommes, par exemple, forfaitaires, elles ne sont pas acceptées. Essayez de répartir plutôt les dépenses par coût, par article. Le groupe d'évaluation, il veut savoir il veut voir les coûts en fait spécifiques et il veut savoir comment vous êtes parvenu à ces chiffres-là. Fournissez des devis et des estimations. Donc, pour aider, identifier tous les sous-traitants avec lesquels vous allez travailler. Si le budget total de votre projet est supérieur au montant que vous demandez à CIRA, il faudrait que vous précisiez les autres sources de financement que vous tentez d'obtenir ou que vous avez déjà confirmées. Je vais juste… assurez-vous également de tenir compte de la valeur de toutes les contributions en nature dans la section dépenses. Les coûts de dotation, par exemple, qui sont directement liés au projet, sont permis. Par exemple, si vous avez une directrice des politiques qui passe 60% de son temps sur le projet pendant 12 mois, vous pouvez inclure ces 60% de son salaire comme poste, par exemple. Vous pouvez aussi inclure jusqu'à 15% de votre demande de financement de CIRA dans le soutien administratif. Par exemple, si vous faites une demande de 100 000 $ de subvention auprès de CIRA, le montant du soutien administratif ne peut pas dépasser 15 000. Je viens de voir la question, je viens de jeter un coup d'œil au chat. Il y a une question par rapport à ce montant. C'est maximum 100 000 par projet, comme je l'ai dit un peu plus dans l'introduction. Dans tout ce qui est ligne de soutien administratif, c'est facultatif. Et si vous choisissez, par exemple, d'établir un budget, le soutien administratif, ça comprend les frais généraux du type les loyers, les services publics, la supervision de la direction, la comptabilité ou l'assurance. Donc, encore une fois, soyez précise et fournissez un état détaillé des coûts auxquels vous prévoyez d'appliquer. Pardon. OK. Comme nous l'avons mentionné, chaque demande doit inclure 3 lettres de soutien. Donc, on demande ces lettres parce que, évidemment, elles sont destinées à montrer que vous collaborez avec les partenaires, avec les participants qui bénéficieront du projet.
quelle est la raison pour laquelle une subvention est nécessaire, quels sont les besoins exprimés par les personnes que votre projet servira. Ces lettres, en fait, elles doivent être associées, par exemple, à votre organisation. Euh, Elles doivent être pardon, associées à votre organisation du type, c'est des gens que vous aidez, vos bénéficiaires, mais ça ne veut pas être des gens des membres du personnel, des membres du conseil d'administration, ça ne veut pas être des personnes qui travaillent pour vous ou vraiment très proches de vous. On a fourni quelques exemples, encore une fois, sur le site Internet que vous pourrez consulter. Voici quelques types de lettres sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Donc, par exemple, sur un projet d'alphabétisation, un organisme qui élabore des formations en ligne sur la sécurité pour les enseignants d'étudiants autochtones. On parle de conseils de bande, par exemple. On a aussi des lettres de commission scolaire qui bénéficieraient par exemple d'un programme éducatif ou de potentiellement partenaires qui, qui fournissent du soutien pour l'installation et la prestation d'un accès sans fil dans un campus universitaire éloigné, par exemple. Maintenant qu'on a passé en revue les types de projets que nous finançons et les documents que vous devez inclure dans votre demande, on peut aussi se poser la question d'admissibilité avant de commencer à remplir sa demande. Donc, est-ce que je fais une demande au nom d'un organisme sans but lucratif? Est-ce que je le fais au nom d'un organisme de bienfaisance, d'une communauté autochtone, d'un établissement universitaire? Différentes questions qu'il faudrait vous poser avant de soumettre. Et encore une fois, si vous n'êtes toujours pas sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez tous les documents requis, n'hésitez pas. Si vous avez encore des hésitations, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions. Maureen, c'est à toi. Oui, merci Delphine pour tous les renseignements. Maintenant, je présenterai des étapes de la demande en utilisant notre portail en ligne. Vous soumettrez votre demande dans notre système de subvention en ligne. Pour commencer, accédez à cira.smartsimple.ca. Excusez-moi pour l'anglais. Vous pouvez vous rendre directement à l'adresse de ce site où elle est également liée à notre site web. Vous pouvez choisir votre langue préférée dans le menu déroulant, puis cliquez sur S'inscrire pour vous inscrire. Pour ouvrir un compte, choisissez le type d'organisme applicable et fournissez les renseignements requis, y compris le nom de votre organisme et vos coordonnées. Si vous présentez la demande en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, vous pouvez rechercher les coordonnées de votre organisme en utilisant votre numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance. Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un courriel de bienvenue vous invitant à définir votre mot de passe. Une fois votre mot de passe défini, vous êtes prêt à vous connecter et à commencer votre demande de subvention. Après avoir créé votre compte, vous pouvez accéder au portail des requérants. De là, vous pouvez cliquer sur Profil de l'organisme pour afficher et mettre à jour les données ou cliquer sur Présenter une demande maintenant pour commencer votre demande de subvention. Vous verrez deux tableaux de bord, mesures à prendre et mesures effectuées, ou éléments d'action ou éléments complétés. Les demandes qui ont des ébauches ou qui exigent des révisions se trouveront sous éléments d'action. Les demandes soumises se trouveront sous éléments complets.
Pour commencer votre demande, cliquez sur Présenter une demande maintenant et sur la page suivante, cliquez sur Postuler maintenant pour commencer à remplir votre demande. Le formulaire de demande comprend une série de sections organisées en 7 onglets. Vous pouvez remplir les sections dans n'importe quel ordre. Quand c'est important, commencez par cliquer sur Enregistrer l'ébauche, sauvegarder ébauche. Certaines fonctions de la demande ne seront disponibles qu'une fois que le requérant aura cliqué sur le bouton d'enregistrement. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail fréquemment. Si vous ne l'enregistrez pas, vous risquez de perdre vos progrès. Et l'étape la plus importante, lorsque vous avez rempli le formulaire de demande, cliquez sur le gros bouton rouge Soumettre au bas de l'écran pour veiller à ce que votre demande soit transmise à CIRA avant le 18 mars à 14 heures, heure de l'Est. Si vous avez oublié de répondre à l'une des questions, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant ce que vous devez y répondre. Alors, examinons maintenant ce qui se passe après la soumission d'une demande et le processus d'examen. Une fois que vous aurez soumis une demande, vous recevrez un courriel automatique confirmant qu'elle a été reçue. Cependant, cela ne signifie pas que votre projet est admissible, mais uniquement que le système l'a reçu. Il y a 2 phases d'examen une fois que vous avez soumis. La première étape est l'examen interne. Le personnel de CIRA s'assure que la demande est complète et admissible et effectue un suivi dans un délai de 2 jours pour vous demander tout renseignement additionnel, le cas échéant. Nous ferons habituellement un suivi plus tôt que cela. Au moins, la moitié des demandes ont nécessité un suivi, par exemple en raison d'erreurs dans le budget ou de documents incomplets ou incorrects. Nous communiquerons avec vous si des corrections sont nécessaires. Veuillez rester à l'affût de messages de suivi puisqu'il arrive qu'ils se retrouvent dans la boîte de courriel. Il vous incombe d'apporter toute correction à votre demande avant la date limite de 18 mars. Après la date limite, les demandes ne sont pas acceptées. Le groupe d'experts évaluera les projets selon ces 5 critères: plan de projet, bénéficiaires, soutien communautaire, résultats et budget. Chaque demande reçoit une note sur 100. Comme vous pouvez le constater, c'est le plan de projet qui vaut le plus de points. Nous ne pouvons pas deviner avec certitude ce qui se passera chaque année, mais nous recevrons généralement plus de 100 demandes admissibles par année. Étant donné la demande élevée et notre financement limité, nous pouvons habituellement financer environ 15 à 20% des projets soumis seulement. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que votre projet est conforme à ces critères pour avoir la meilleure chance de recevoir du financement. Si votre demande a été retenue pour examen par le comité d'évaluation, vous recevrez les résultats de CIRA en juillet. Nous espérons vous avoir donné suffisamment d'informations ici dans ce webinaire et sur notre site web pour nous assurer que vous ne ferez pas ces erreurs, mais juste au cas où examinons un résumé des erreurs courantes commises par les requérants. Toutes ces erreurs peuvent faire en sorte que votre demande soit renvoyée pour correction ou qu'elle ne soit pas financée du tout. Donc, pour obtenir les meilleures chances de recevoir du financement, assurez-vous de ne pas faire ce qui suit. Le premier est de ne pas vérifier l'alignement. C'est probablement la première raison pour laquelle les demandes ne sont pas admissibles à un financement. Assurez-vous que votre projet correspond à nos domaines de financement. Si vous avez les doutes, consultez notre site web pour découvrir les types de projets que nous finançons. Vous pouvez également nous envoyer un message à l'adresse subvention@cira.ca avec une brève description de votre projet.
Deuxième, le prochain est un plan de projet insuffisant et irréaliste. Assurez que votre plan contient suffisamment de détails et que la portée de votre projet est conforme à la capacité de votre organisation. Prochaine, il est important de montrer votre engagement communautaire dans votre projet et vous devez fournir 3 lettres de soutien communautaire des personnes qui bénéficieront de votre projet et non de votre personnel ou des membres du conseil d'administration. Veuillez remplir correctement votre budget, inclure un état détaillé des coûts et fournir des devis et des estimations si vous en avez. N'oubliez pas de vérifier vos courriels et vos dossiers de courriel afin de ne manquer aucun courriel de notre part. Lorsque nous trouvons les problèmes à corriger dans votre demande, vous recevrez un courriel du système d'application et parce qu'il est généré par le système, ils peuvent être pris par le filtre anti-courriel. Demeurez à l'écoute le jour ou les deux immédiatement après avoir soumis votre demande. Enfin, quel est probablement le point le plus important à retenir? Envoyez votre demande rapidement. N'oubliez pas qu'en cas de problème avec votre demande, nous communiquerons avec vous par courriel avec les corrections requises et vous aurez jusqu'au 18 mars à 14 heures pour soumettre à nouveau votre demande. Alors, faites-vous une faveur, commencez à préparer votre demande dès maintenant, obtenez vos lettres de soutien communautaire et n'attendez pas la dernière minute. Aussi, n'oubliez pas que le personnel de CIRA n'est là que pour évaluer l'admissibilité d'une demande et qu'il n'a aucune influence sur le choix des organisations qui recevront une subvention. Notre comité d'évaluation effectue des recommandations, mais la sélection finale est faite par notre conseil d'administration. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez communiquer avec subvention@cira.ca en résumant brièvement votre projet et nous essaierons de répondre à vos questions. OK. Des questions? Delphine, do you want to translate the questions for me? Oui, je vais juste aller regarder les questions qu'on a dans la section Q&A. On va juste... Je vois 3. On va juste remettre nos caméras pour qu'on puisse... Oh, oui. Nous sommes de retour. Hop, je vois qu'on a 3 questions. Bonjour, de Kimbamba. Bonjour. Pour le volet engagement politique, est-ce qu'un OBNL peut déposer pour avoir un chercheur en résidence pour de la recherche/action? So they're asking if for the policy engagement, can they hire, I'm guessing, can they hire a researcher? Yes. Yes, a researcher can be hired. We would need a little bit more understanding of what the project is about, but staff directly connected to project delivery are eligible for being included in a project budget. Okay. Kimbamba, oui, vous pouvez engager un chercheur. En fait, le fait d'engager un chercheur pour votre projet, ça peut être inclus. Il suffit juste de l'indiquer dans votre budget. Ensuite, on a une question de Magali. Vous avez indiqué que les frais de déplacement n'étaient pas couverts. Est-ce qu'il s'agit des frais de déplacement pour aller à la rencontre des bénéficiaires? I understand this question, I think. So let me try to answer it and you can correct me if I'm wrong, Delphine. We don't want to see a lot of travel in the budget. So sometimes we've had in the past, for example, university researchers wanting to do presentations, in other countries, etc. It's absolutely allowed to have
So in your budget, the expenses for people to come to a place to have a workshop or a conference, that kind of thing. So travel for getting to conferences that are part of your project is okay, if I understood that correctly. But you understood correctly, but she meant to go and see some of the beneficiaries. We had that project in the north. Yeah, it was more for the beneficiaries than it was for the researchers to do like training. If it's essential to the project delivery, if you can make the connection for why staff need to go to specific locations, we will consider that. Magali, je pense que vous avez compris, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est tant que vous pouvez le justifier. On a eu un projet il y a plusieurs années où, par exemple, c'était un organisme qui était basé, il me semble, en Ontario, et ils avaient des formations qu'ils faisaient faire à des aînés autochtones dans le Nunavut. Et en fait, donc certaines personnes du centre qui est en Ontario devaient voyager jusqu'au Nunavut. Donc oui, la seule chose, c'est que c'est la quantité en fait de déplacements. Mais oui, évidemment, les déplacements sont permis si c'est essentiel au projet. C'est ça. Magali says that it's similar to the project that we had, so they have to travel to other provinces to do that. It's Pas de problème. Because IDE also, when they were traveling to the different schools. Okay. Mhm. Donc, Magali, on a aussi un projet qui s'appelle ID, donc I majuscule, D majuscule, E majuscule, E majuscule, et ils faisaient le même type. Ils sont basés près de Mont-Tremblant, donc dans le nord de Montréal, et en fait, ils travaillent avec des établissements francophones dans tout le pays. Donc, parfois, ils allaient voyager au Manitoba, parfois, ils allaient plus dans la région de Québec, etc. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons une autre question de Kibamba. Notre organisme est un OBNL enregistré qui a aussi le statut d'organisme de bienfaisance. Sous quel statut devons-nous présenter une demande? So, what happened when they have two status? Donc, Kimamba is saying that they are both a non-for-profit and they are also an OBNL in French. NGO, not. Yeah. Oh, yeah. It's kind of like, so which one should they choose? Do they have to choose one? It's not a big choice to make. The one difference is if you are putting in as the bienfaisance registré. Organisme de bienfaisance. Oui. You have a number and we can look up more information about your charity history. So that could be better. But they can choose. Vous pouvez choisir. La seule différence, c'est qu'en fait, quand vous êtes un organisme de bienfaisance, on peut voir plus d'informations sur l'organisme et ça aide à avoir un historique de l'organisme qui est plus fort. Mais c'est tout, c'est la seule différence. Donc, à vous de décider quel serait le mieux pour vous. Si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous en avez encore, je vais quand même regarder le chat pour voir s'il n'y a pas autre chose qui serait apparu. Non. Je n'ai pas pu trouver sur CIRA une information concernant le montant maximum de budget admissible. Vous pouvez préciser. Je l'ai redit, Michel. Juste, je pense que c'est votre question que j'avais vue tout à l'heure. Plutôt, donc c'est bien ça. Et merci à Maureen. I didn't see that. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Parfois, notre équipe est là. Si vous avez vraiment besoin de précision, etc., n'hésitez pas à envoyer un courriel en français ou en anglais, ou vous nous mettez un petit résumé si vous avez besoin de précision, ou si même vous avez juste simplement une ou deux questions, n'hésitez pas aussi à les envoyer par courriel pour être sûr d'avoir tout ce que vous pouvez avant de présenter votre demande. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui. On vous enverra l'enregistrement, tout comme la présentation PowerPoint pour que vous l'ayez avec vous et que vous ayez les liens. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.